Février 1978. Le monde était différent. Valéry Giscard d'Estaing occupait l'Élysée. Claude François venait tout juste de disparaître tragiquement, laissant la France en deuil. C'était l'époque des Renault 12, des Peugeot 504, des voitures lourdes sans ABS ni assistance électronique. Il n'y avait pas de téléphone portable pour consulter la météo. Pas d'application pour hurler des alertes dans votre poche. Vous aviez France Inter, le journal du matin, et le ciel gris au-dessus de vous. Ça a commencé comme un lundi ordinaire, le 6 février, dans toute la moitié nord de la France. Les réveils ont sonné dans le noir, le café a chauffé sur les gazinières. Des millions de Français ont enfilé leurs manteaux de laine, gratté le givre sur leur pare-brise et pris la route. La météo annonçait de la neige classique pour un mois de février. Mais personne, ni les prévisionnistes, ni le gouvernement, et certainement pas les conducteurs qui s'engageaient sur les nationales, ne savaient ce qui arrivait vraiment. Ils ne savaient pas que deux systèmes météorologiques massifs fonçaient l'un vers l'autre. L'un était une masse d'air arctique, sèche et glaciale, plongeant depuis la Scandinavie. Un marteau fait de glace pure. L'autre était un front chaud et humide remontant de la Méditerranée. Ils étaient destinés à se rencontrer au-dessus de la France et à exploser en une bombe météorologique. La pression barométrique allait s'effondrer à des niveaux qu'on ne voit habituellement que lors des ouragans. Le soir venu, le monde qu'ils connaissaient, les panneaux de signalisation, les clôtures, les routes familières pour rentrer chez soi, tout aurait disparu. L'ennemi n'était pas une armée étrangère, c'était le vent, c'était la neige, et pendant une semaine, la France allait être assiégée par l'ouragan blanc. La tempête ne s'est pas annoncée avec un rugissement, elle a commencé par un mensonge. Dans beaucoup d'endroits, la matinée du 6 février a débuté par de la pluie, une bruine froide et misérable qui a endormi les gens dans un faux sentiment de sécurité. La pluie signifiait qu'il faisait assez doux. La pluie signifiait que les routes étaient démouillées, pas glissantes. Ça semblait gérable, ça semblait routinier. Les gens regardèrent par les fenêtres de leur bureau à 10 heures du matin et voyaient des rues grises et boueuses. Ils pensaient au dîner, ils pensaient au week-end, ils ne pensaient pas à la survie. Mais le piège se refermait déjà. Vers midi, la température n'a pas simplement baissé, elle a chuté d'une falaise. En l'espace d'une heure, la pluie s'est transformée en grésil, crépitant contre les vitres comme de la mitraille. Puis le grésil s'est changé en neige. Mais ce n'était pas la neige dufteuse et romantique de Noël. C'était une neige lourde, mouillée, compacte, comme du béton. Et puis est venu le vent. Le vent ne soufflait pas en rafales. Il hurlait, des vitesses soutenues de 80, 100, puis 120 km/h. En Normandie et en Bretagne, les rafales ont atteint 150 km/h. C'était un ouragan avec un ressenti de moins 40 degrés. La transition a été si violente que Météo France n'a pas pu actualiser les prévisions assez rapidement. Des gens à Paris et à Lyon ont rapporté que leurs oreilles se bouchaient, la pression physique de l'atmosphère qui s'effondrait autour d'eux. La pluie tombée le matin a gelé instantanément en une couche de verglas noir. Et sur cette glace, la neige a commencé à s'accumuler à un rythme de 7, 10, parfois 15 cm par heure. La tromperie était terminée, l'embuscade avait commencé. Le piège s'est refermé en début d'après-midi. C'est là que l'histoire de 1978 passe d'un événement météorologique à un champ de bataille. Parce que c'était un lundi, les écoles étaient si pleines, les usines tournaient, les bureaux étaient occupés. Et quand le ciel est devenu noir et que la neige a commencé à aveugler les fenêtres, tout le monde a pris la même décision au même moment. Je dois rentrer chez moi. Des millions de voitures ont inondé les routes simultanément. Le résultat a été catastrophique. Sur le périphérique parisien, le trafic a ralenti jusqu'à ramper. Puis, il s'est arrêté. Puis, il a été enseveli. Ce n'était pas un embouteillage. C'était un événement de perte massive au ralenti. La neige tombait si vite que les chasse-neige étaient rendus inutiles. Un chasse-neige dégageait une voie, et 5 minutes plus tard, elle était à nouveau impraticable.
Les conducteurs restaient assis dans leur voiture au ralenti, regardant le blizzard consumer le monde. Ils ne pouvaient pas voir la voiture devant eux. Ils ne pouvaient pas voir les glissières de sécurité. Tout ce qu'ils entendaient, c'était le vent hurlant comme un moteur d'avion et le son de gravier de la glace martelant le métal de leurs portières. Les minutes se sont transformées en heures. Les jauges d'essence ont commencé à baisser. La chaleur a commencé à s'estomper. La neige a grimpé sur les pneus, atteignant les enjoliveurs. Puis les poignées de porte. Elle a scellé les voitures. Des milliers d'automobilistes ont réalisé avec une horreur grandissante qu'ils ne rentraient pas chez eux. Ils étaient piégés dans un tombeau gelé d'acier et de verre. Sur l'autoroute A6, la scène était apocalyptique. Le vent utilisait l'autoroute dégagée comme une piste de décollage. Des poids lourds, des semi-remorques massifs, pesant des tonnes, ont été renversés comme des jouets. Ils se sont mis en travers de toutes les voies, formant des murs de métal qui bloquaient ça complètement les issues. Les congères ont commencé à s'accumuler contre ces camions, s'élevant à 3, 5, 7 mètres de haut. À l'intérieur des voitures, le bilan psychologique était immense. Il n'y avait pas d'autoroute info pour voir l'état du trafic. Il n'y avait pas de radio pour savoir si les secours arrivaient. Il n'y avait que les grésillements de France Inter où des voix paniquées essayaient de donner un sens au chaos. Les gens devaient y faire un choix de vie ou de mort. Restez-vous dans la voiture? Elle offrait un abri contre le vent. Mais à mesure que la neige ensevelissait les tuyaux d'échappement, le tueur silencieux, le monoxyde de carbone, commençait à s'infiltrer dans les habitacles. Des gens se sont simplement endormis et ne se sont jamais réveillés. Où marchez-vous? Ouvrez-vous la portière, sortez-vous dans un blizzard où vous ne pouvez pas voir votre main devant votre visage, et essayez-vous de trouver un abri. Beaucoup ont choisi de marcher. Ils se sont attachés ensemble avec des écharpes et des câbles de démarrage, formant des chaînes humaines, trébuchant aveuglément vers la lueur brumeuse des lumières, des maisons, au loin. Ils ont abandonné leurs voitures, leurs Simca, leurs Citroën, leurs Renault, les laissant comme des monuments dans la neige. Ceux qui vivaient près des autoroutes sont devenus des héros accidentels. Ils voyaient les phares disparaître dans les congères et ont ouvert leurs portes. Des inconnus ont accueilli des dizaines de réfugiés. Les sols des salons sont devenus des centres de triage. Des gens ont été sortis de leurs voitures, gelés et terrifiés, et on leur a donné du café et des couvertures par des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Mais sur la route, le silence est descendu, alors que les moteurs mouraient un par un. L'autoroute, symbole de la liberté et du mouvement français, était devenue un cimetière. Alors que le soleil se couchait, bien que vous ne puissiez pas voir le soleil, seulement un vide gris, tourbillonnant, qui s'estompait dans le noir absolu, le siège s'est déplacé vers les maisons. La tempête n'en avait pas fini avec les routes. Maintenant, elle s'en prenait au foyer. Le réseau électrique a été la première victime. Battu par des vents de force ouragan et alourdi par des centimètres de glace épaisse, les lignes ont cédé. Les transformateurs ont explosé dans des éclairs bleu-vert qui illuminaient la neige aveuglante pendant une fraction de seconde avant de plonger des départements entiers dans l'obscurité. En 1978, les maisons n'étaient pas isolées comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de double vitrage, ni de mousse haute efficacité. Quand la chaudière est morte, le froid n'a pas frappé à la porte. Il l'a défoncée. À l'intérieur, la température a commencé à chuter. 15 degrés, 10, 5. On pouvait voir sa respiration dans la chambre. Les tuyaux d'eau ont éclaté dans les murs, sonnant comme des coups de feu, inondant les caves qui ont ensuite gelé solidement, fissurant les fondations. Les familles se sont repliées. Elles ont abandonné les chambres et les étages supérieurs. Elles se sont blotties dans une seule pièce, généralement la cuisine ou le salon avec une cheminée. Elles ont accroché des couvertures sur les portes pour piéger le peu de chaleur qu'elles avaient. Elles ont tiré les matelas des lits et les ont posés sur le sol devant le feu. On endurait simplement. Il n'y avait pas d'autre choix que de survivre.
L'approvisionnement alimentaire est devenu une obsession soudaine. Les épiceries étaient fermées. Les routes avaient disparu. Vous aviez ce qui était dans votre garde-manger et c'était tout. C'est devenu une guerre d'usure. Les familles ouvraient des boîtes de conserve et les chauffaient sur des poêles à bois. Elles mangeaient des haricots froids. Elles pillaient le congélateur, réalisant que la nourriture à l'intérieur était maintenant plus chaude que l'air extérieur. Et le bruit était incessant. Le vent ne s'est pas arrêté pendant des jours. Il battait le bardage. Il secouait les tuiles. On aurait dit qu'un train de marchandises était garé sur le toit. La maison gémissait sous le poids de la neige. Pendant ces 3 jours, l'isolement était total. Vous ne pouviez pas ouvrir votre porte d'entrée, non pas parce qu'elle était verrouillée, mais parce qu'une congère de 3 mètres était compactée contre elle comme du béton. Vous étiez scellé à l'intérieur. Les gens devaient ramper par les fenêtres du 2e étage juste pour vérifier les bouches d'aération ou pour voir si le monde existait toujours. La radio est devenue la bouée de sauvetage. Dans l'obscurité, blotties sous des piles de couettes, les familles écoutaient les animateurs locaux qui restaient à l'antenne pendant 24, 48, 72 heures d'affilée. Ils lisaient des listes d'abris ouverts. Ils prenaient des appels de gens piégés dans leur maison. Ils sont devenus la voix de la tempête, la seule preuve que la civilisation n'avait pas complètement pris fin. Mais à l'intérieur de cette lutte, il y avait une division, une différence frappante de perspective. Pour les adultes, le blizzard de 78 était une catastrophe. C'était une bataille pour la chaleur, pour le fuel, pour la nourriture. C'était la peur de l'effondrement du toit. C'était l'anxiété d'un salaire manqué. C'était la terreur de ne pas savoir si la voiture abandonnée sur l'autoroute était écrasée ou volée. Mais pour les enfants, c'était Narnia, c'était Hoth, c'était de la magie absolue. L'école était annulée, pas seulement pour une journée de neige, mais pour une semaine, parfois 2. Les congères n'étaient pas des obstacles, elles étaient de l'architecture. Le vent avait sculpté la neige en vagues dures sur lesquelles on pouvait marcher sans s'enfoncer. Les enfants ne voyaient pas le danger, ils voyaient l'opportunité. Ils enfilaient leurs combinaisons de ski, ces combinaisons, une pièce en nylon qui faisait un bruit de froissement quand on marchait, et ils grimpaient par les fenêtres. Ils faisaient de la luge depuis les toits de leur garage, parce que la neige était empilée si haut qu'elle créait une rampe parfaite. Ils creusaient des tunnels, des systèmes de tunnels élaborés à plusieurs pièces à travers les jardins de devant. Ils créaient des grottes où le vent ne pouvait pas les atteindre, éclairées par la lumière bleue, éthérée filtrant à travers la neige. Pour un enfant de 10 ans, en 1978, le blizzard n'était pas un désastre. C'était la plus grande aventure de leur vie. Ils marchaient jusqu'à l'épicerie du coin, tirant des luges derrière eux en mission pour chercher du lait ou du pain pour leurs parents. Ils marchaient au milieu des rues principales, habituellement remplies de voitures, maintenant des canyons silencieux de blanc. Ils régnaient sur le monde. Les adultes étaient paralysés par la neige, mais les enfants en étaient libérés. Ils ne voyaient pas la peur dans les yeux de leurs parents alors que le tas de bois diminuait. Ils ne voyaient qu'un monde transformé en terrain de jeu de glace. Au 3e jour, la réalité de la situation a forcé un type de réponse différent. La police locale et les pompiers étaient débordés. Leurs véhicules étaient ensevelis. Leurs moteurs étaient pelés. Les maires et les préfets ont réalisé qu'ils avaient perdu le contrôle de leur territoire. Ils ont appelé la cavalerie. L'armée a été mobilisée. Ce n'était pas un déploiement pour combattre une émeute ou une guerre. C'était un déploiement pour combattre les congères. C'était une vision surréaliste. Dans les banlieues de Paris et de Lyon, des chars AMX et des véhicules blindés de transport de troupes roulaient dans les rues. Le grondement de leurs chenilles secouait le sol gelé. C'étaient les seuls véhicules capables d'écraser la neige. Ils ne cherchèrent pas d'insurgés. Ils livrèrent du pain. Des soldats en tenue d'hiver complète roulaient à l'arrière des camions, distribuant des litres de lait et des médicaments sur ordonnance aux personnes âgées, piégées dans leurs maisons. Des hélicoptères atterrissaient dans les terrains de football des lycées,
pour évacuer les victimes de crise cardiaque. C'était appelé Opération Flocon dans certains endroits. Une mission militaire à grande échelle pour sauver des civils de leur propre météo. Mais l'armée ne pouvait pas être partout. Et c'est là que le véritable esprit du blizzard s'est révélé. Les motoneiges sont devenus la marine citoyenne. Dans les villes de toute la France, quiconque possédait une motoneige est devenu un premier intervenant. Ce n'étaient même pas des employés du gouvernement, c'étaient juste des gars du quartier. Ils se sont organisés en équipe de sauvetage. Ils transportèrent des médecins vers les hôpitaux, se faufilant entre les voitures ensevelies sur l'autoroute. Ils amenaient des policiers sur les lieux de crime. Ils apportèrent de l'insuline aux diabétiques et du lait pour bébés aux mères paniquées. Ils attachaient des toboggans à l'arrière de leur motoneige et transportaient des provisions, du bois de chauffage et des personnes. Pendant une semaine, les règles de la route ne s'appliquaient pas. La motoneige était reine. C'était l'esprit français distillé à son essence. Quand le système se brise, les gens interviennent. Et les voisins. Il n'y avait pas de réseaux sociaux pour poster un statut demandant de l'aide. Vous deviez physiquement vérifier l'état de votre voisin. Et les gens le faisaient. Ils enfilèrent leurs raquettes et allaient y frapper à la porte d'à côté. Si vous aviez un poêle à bois et que votre voisin n'en avait pas, votre maison devenait l'abri du quartier. Des inconnus dormaient sur les sols des salons. Les gens partageaient le peu qu'ils avaient. Des boîtes de thon, des bougies, des piles. Si une voiture était coincée, 10 personnes apparaissèrent de la brume pour la pousser. Il n'y avait pas d'argent échangé. Il n'y avait pas d'hésitation. L'adversité a effacé les barrières superficielles de la société. Face à la tempête, tout le monde était égal. Tout le monde avait froid et tout le monde avait besoin des autres. Quand la tempête s'est finalement calmée et que le système de basse pression s'est déplacé vers la mer, le soleil est sorti. Il brillait sur le paysage blanc, aveuglant, avec une intensité qui faisait mal aux yeux. Le silence a été brisé par le son des pelles. Le nettoyage a commencé. Ce n'était pas seulement du déneigement, c'était de l'excavation, c'était de l'archéologie. On déterrait des voitures qui ressemblaient à des igloos, devant deviner quelle bosse de neige était une Volkswagen et laquelle était une boîte aux lettres. On retrouvait des routes qui avaient disparu pendant une semaine. Le volume de neige était stupéfiant. 70 cm à Paris, près d'1 mètre dans certaines parties de la Normandie. Mais les congères rendaient ces chiffres insignifiants. Les congères atteignaient les feux de circulation. Les congères ensevelissaient le rez-de-chaussée des maisons. Et à mesure que la neige était dégagée, la tragédie se révélait. Les corps ont été retrouvés dans les voitures sur l'autoroute. Des gens qui s'étaient juste endormis et ne s'étaient jamais réveillés. Le bilan était sinistre. Près de 60 personnes sont mortes en France. L'économie avait été paralysée. Les entreprises ont perdu des millions. Les toits d'arènes et d'entrepôts se sont effondrés sous le poids. Il a fallu des semaines pour que la vie revienne à la normale. La neige n'a pas complètement fondu avant mai dans certains coins ombragés. Le grand blizzard de 1968 nous a changés. Il a appris à une génération à respecter le ciel. Il a exposé la fragilité de nos systèmes modernes. À quelle vitesse les autoroutes peuvent fermer. À quelle vitesse l'électricité peut mourir. À quel point le vernis de la civilisation est vraiment mince quand la température chute. Mais il a aussi révélé notre force. On s'en souvient non seulement pour les records battus ou la tragédie des vies perdues, mais pour la façon dont on s'est blottis ensemble dans le noir, en attendant le chasse-neige. C'était la tempête qui a enseveli la France. Mais c'était aussi la tempête qui a prouvé qu'on pouvait se déterrer nous-mêmes. Pour ceux qui l'ont vécu, l'hiver 78 n'est pas juste un événement météorologique. C'est un repère, c'est un badge d'honneur. C'est l'histoire que vous racontez à vos petits-enfants quand ils se plaignent de 3 cm de neige fondue ou d'un bus annulé. Vous vous penchez en arrière, vous les regardez dans les yeux et vous dites « Tu appelles ça de la neige ?» Laisse-moi te raconter l'époque où on sortait par les fenêtres du 2e étage. C'était une période de difficulté, oui, c'était une guerre contre le vent. Mais en regardant en arrière, à travers le prisme de l'histoire, c'était aussi une époque où nous avons vu le meilleur de nous-mêmes.
reflétée dans le miroir blanc et gelé de la tempête. Nous avons survécu à l'ouragan blanc, et nous ne l'oublierons jamais.